Allez, cette question à présent, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au premier craquement, aux premières fissures de l'économie américaine? On en parle avec Éric Delannoy. Bonjour Éric. Bonjour. Président du cabinet Tenzing. Alors, ça fait des mois, des années que les experts les plus sombres guettent les premiers signes de fragilité de l'économie américaine. On a comme eu un super cycle de 10 ans d'expansion. Et c'est vrai qu'on a eu ces chiffres sur les créations d'emplois, le rapport d'emploi américain, c'était vendredi, qui confirme donc le ralentissement américain. 75 000, on donne les chiffres, hein, 75 000 créations de postes, 100 000 de moins qu'attendu. Voilà. C'est décevant, même si on a envie de tempérer en se disant, OK, ils ont 3,6% de chômage, au plus bas depuis 50 ans, mais quand même. Alors c'est décevant parce que d'abord c'est pas ce qui était promis, ensuite ça va un peu rebattre un petit peu la coupe de Trump qui avait fait de la croissance et du plein emploi sa promesse de campagne centrale. Après c'était un accident aussi. Alors est-ce que c'est un accident? Moi je ne pense pas que ça sera un accident, mais on assiste de manière structurelle à des choses beaucoup plus importantes. Effectivement là on a notamment l'industrie manufacturière qui a fortement baissé ses promesses d'emploi, mais on a surtout un investissement des entreprises qui s'effondre. Et je pense que la tendance de moyen terme, elle est plutôt là. Un investissement qui était de l'ordre de plus 10% ces 2 dernières années, qui est tombé à moins de 3-4%. Et ça, on pense que c'est lié aux incertitudes internationales que la politique de Trump est en train de générer, où on se dit que Trump ne fait pas de l'économie, mais fait de la géopolitique. Ouais, sauf que, pardon, un petit pas de côté, mais quand même, pas plus tard que c'était ce week-end au G20, la G20 Finance, on a quand même le secrétaire d'État au Trésor, Steven Mnuchin, qui dit non, il n'y a pas d'impact de la guerre commerciale sur la croissance mondiale. Donc, ça vient contredire ce que vous me dites là. Oui, alors bien sûr, je ne vais pas concurrencer un éminent spécialiste comme lui, mais d'abord, il est très intéressé par la politique de Trump. Et ensuite, il suffit de voir les conséquences que ça a. Je veux dire, d'abord, la Chine est devenue le partenaire commercial privilégié, en tout cas, c'est plus le Canada, hein, c'est la Chine depuis maintenant de nombreuses années. 2, il y a 80% des produits vendus aux États-Unis comportent des produits chinois. 3, mettre en place des mesures de protectionnisme contre la Chine risque de surenchérir les produits américains et donc d'avoir un impact très fort sur la consommation. 4, d'une manière générale, l'atteinte au multilatéralisme que met en œuvre Trump depuis maintenant quelques années est de manière évidente un frein à la clarification de la situation mondiale dans les prochaines années. On ne peut pas résoudre les problématiques d'environnement, les problématiques politiques et géopolitiques qui sont devant nous dans les 10 prochaines années en faisant du bilatéralisme. Ça, c'est un point clé. Et donc, Trump fait une politique de court terme qui va à l'encontre de la politique et des objectifs de moyen terme. Les industriels, quand ils investissent avec des perspectives de 5 à 10 ans, la chute des investissements et la traduction que le mode de vie qu'essaie de mettre en place Trump pour pouvoir faire en sorte de satisfaire son électorat n'est pas un mode de vie tenable ni bien pour le monde entier. Ouais, d'autant que la croissance du premier trimestre aux États-Unis, on le sait, elle est largement trompe-l'œil, plus 3%. De manière faciale, mais derrière, quand on creuse un peu, la consommation n'augmente que de 1%. Et là, on se dit pourquoi, et je reviens au sujet, pourquoi est-ce que les entreprises américaines, au mois de mai, ont mis le pied sur le frein, encore une fois, des créations d'embauches? C'est quoi? C'est, là encore, ce que vous dites, les incertitudes commerciales, ou aussi une tendance de la consommation américaine qui est, on est sur une croissance en annuel de 1%. Je pense qu'il y a plein de facteurs très hétérogènes. Le shutdown a eu très peu d'impact sur le PIB parce que donc le shutdown, hein, cette espèce de blocage qu'il y a eu en début d'année avec le plafond de verre du déficit américain n'a pas eu d'impact sur le PIB, mais traduit un moment où les Américains se disent que leur modèle n'est pas soutenable. Le modèle américain aujourd'hui n'est pas soutenable. Donc les entreprises aujourd'hui le voient et en prennent conscience. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, notamment d'une très grande entreprise, on pense à l'avenir, on fait de la stratégie. Et quand on se rend compte que les institutions de son pays ne sont pas un soutien à leur stratégie, mais plutôt un soutien de court terme, et c'est ça qui est important, à une politique américaine qui rêve, on se rend compte que finalement, le trompe-l'œil, c'est quoi? C'est un soutien fiscal qui a été rendu possible par une baisse considérable et les cadeaux fiscaux qu'a fait Trump, mais qui se traduit par un déficit américain énorme et qui se traduit par une dette qui continue à grandir. Bref, des fragilités structurelles que Trump est en train de remettre en place. Oui, certes, mais jusqu'à présent, l'économie américaine, pour le coup, avait bien résisté à toute cette avalanche de surtaxes douanières, à ces ripostes chinoises. Oui, pourquoi? Et là, on se demande, voilà, est-ce qu'on n'est pas au début? Est-ce que les signes de fragilité ne sont pas en train d'apparaître? Quand vous mettez un choc fiscal, vous avez systématiquement
un dopage de la croissance qui est fait pour une raison extrêmement simple. Investir devient moins coûteux, les entreprises ont des marges qui se restaurent, donc on a une facilité beaucoup plus grande à stimuler la politique. Donc c'est une stimulation, mais qui se fait avec deux contreparties importantes qui, à moyen terme, ont des conséquences plus importantes. Les salaires moyens n'augmentent pas, ou très peu, donc la classe moyenne continue à se paupériser, contrairement à la promesse de Trump. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la classe moyenne a un niveau de vie inférieur de 10% à ce qu'il était avant 2008, alors que les 1% les plus riches ont augmenté leur niveau de vie de 20% depuis 2008. Donc les inégalités se creusent aux États-Unis, ce qui n'était pas la promesse de Trump. Et le deuxième élément, c'est que ce trompe-l'œil qui a donné une espèce de boost à court terme de la croissance a pu faire en sorte que la Fed a baissé ses taux, a réaugmenté ses taux directeurs. On y vient. A réaugmenté ses taux directeurs de manière assez importante quand même, par petites touches et de manière assez intéressante, 0,25 par 0,25, mais quand même, on est maintenant à des taux qui atteignent 2,5% pour certains d'entre eux. Et donc finalement, la baisse l'augmentation très modérée des salaires plus la hausse des taux vient contrecarrer le cadeau fiscal fait aux entreprises. Et donc génère, en fait, à moyen terme, une baisse des investissements et une baisse de la consommation. Et c'est là où je me dis, quand on prend un peu de recul, au-delà des chiffres de l'emploi de vendredi, tout montre que l'économie américaine est en train de décélérer. Encore une fois, on l'a dit, recul des investissements, de l'investissement des entreprises. On a eu une baisse de la production industrielle, des dépenses de consommation qui sont faiblardes. Des hausses de salaire 3%, mais avec un taux de chômage aussi bas, on devrait avoir des hausses bien plus importantes des salaires, une inflation qui est largement sous la barre des 2% attendue, cible de la Fed. Ouais. Ça décélère aux États-Unis. Je voudrais quand même revenir sur taux de chômage, qui est aussi un taux de chômage en trompe-l'œil quelque part. On ne va pas nier que, comme on compare avec toujours les mêmes données, finalement, c'est la tendance qui compte, et cette tendance, elle est bonne depuis des années. Néanmoins, on n'a jamais eu autant de taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont dans un emploi, aussi faible, c'est-à-dire qu'en gros… Non, mais il est remonté Il est remonté, mais il reste beaucoup plus faible qu'il y a 10 ans. Il reste beaucoup plus faible qu'il y a 10 ans. Il y a beaucoup d'Américains, des millions d'Américains qui étaient exclus du marché du travail, qui restent exclus avec un temps partiel qui est subi. Ça veut dire une paupérisation d'une certaine forme de classe qui n'aide pas le modèle américain. Ça, c'est un point qui est très important. Et par ailleurs, je réinsiste sur un phénomène très important, l'incertitude. L'économie n'aime pas l'incertitude. Or, Trump, par son comportement unilatéral ou bilatéral par rapport au pays, ne permet pas d'avoir une lisibilité sur son implication dans les problèmes mondiaux que nous devons tous résoudre. Et ça, ces incertitudes-là, qui dépassent les incertitudes des problématiques commerciales vis-à-vis de la Chine, forcément génèrent une problématique économique à moyen terme. À court terme, ça satisfait un électorat. À moyen terme, ça désorganise une industrie. Et on le voit avec l'industrie manufacturière qui aujourd'hui s'effondre. Donc, encore une fois, cette fragilité, on est en train de la voir. Et en même temps, il y a une contradiction parce que d'un côté, l'administration Trump nous dit non, il n'y a pas d'impact de cette guerre commerciale sur la croissance mondiale. Et de l'autre, on a vu que l'administration Trump, finalement, n'a pas ouvert un nouveau front avec le Mexique, avec pas de sanctions tarifaires. Voilà. Ça prouve quand même qu'il y a une contradiction. Ils sont extrêmement prudents. Alors pourquoi il y a cette ligne de crête compliquée? La ligne de crête est compliquée parce qu'on voit bien que la guerre commerciale, quoi qu'on en dise, que ce soit avec le Mexique, ou que ce soit avec le Canada, ou que ce soit avec la Chine, a des impacts sur la consommation en interne et sur le protectionnisme et sur les conséquences économiques. Néanmoins, cette ligne de crête est compliquée parce que Trump, ne faisant pas de l'économie mais faisant de la géopolitique, est en train de préparer sa réélection. En préparant sa réélection, il table sur les mêmes arguments qu'il avait tablés quand il a été élu, c'est-à-dire tenir des promesses dans lesquelles il est le seul à tenir tête à la Chine. Le Make America Great Again, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, sur lequel il met en place un certain nombre d'artifices. Donc pour lui, la guerre commerciale est aussi un argument électoral pour faire en sorte de ne pas s'effondrer sur les thèmes principaux qui sont des thèmes sociaux et politiques et qui ne sont pas que des thèmes économiques. Et c'est là où on voit la contradiction entre la politique qui devrait être faite à moyen terme, la politique de court terme qui va mettre en place pour faire en sorte de se faire réélire, et les impératifs économiques, tout ça étant en contradiction permanente. Ouais, sauf qu'on se souvient de cette campagne de Bill Clinton, « It's the economy stupid », vous vous rappelez, à l'époque en 1994, je crois. L'idée, on finit là-dessus, c'est qu'il a besoin d'avoir une économie en croissance, d'avoir des créations de postes, et là, c'est le sujet du jour, est-ce qu'on n'assiste pas
au premier craquement de l'économie américaine. Et on finit là-dessus. On assiste au premier craquement de l'économie américaine parce que les tendances de moyen terme qui sont des salaires qui n'augmentent pas beaucoup. On promet 3% de croissance, qu'on a quasiment eu d'ailleurs en 2018. Aujourd'hui, on tape plutôt sur 2,5 en 2019, sauf s'il refait un choc sur les taux en baissant les taux, mais la Fed aujourd'hui s'y oppose parce que ça veut dire... S'y oppose la Fed, quand on lit entre les lignes de ce que nous a dit elle n'aura pas le choix. Jérôme Powell, on a le sentiment, d'ailleurs le marché l'a bien compris, il n'aura pas le choix. 80% est attendu en termes de probabilité de baisse de taux avant juillet. Tout à fait, alors que cette probabilité était de moins de 20% le mois dernier. Donc on sent bien qu'il y a 6 mois, on attendait des hausses de taux aussi. Mais c'est normal parce que, typiquement, mais le problème c'est qu'on n'est pas au service de l'économie, on est au service de la prochaine élection. Et c'est bien ça le problème. C'est que les premiers craquements, il va y avoir des tentatives de les résoudre par des baisses des taux qui vont enlever des marges de manœuvre sur l'économie américaine à moyen terme, mais qui ne résolveront pas les problèmes structurels, que sont un système éducatif en miettes, que sont un système de santé en miettes. Bref, les échéances de moyen terme qui devraient préparer l'Amérique au monde de demain ne sont pas faits. Ils ne travaillent que sur le court terme. Et c'est en ça que les grandes industries ne peuvent pas soutenir la politique de Trump et lui montrent par la baisse des investissements qu'il ne faut pas continuer comme ça. La stratégie de Trump, pardon, là, on sort du sujet, c'est quand même de relocaliser. Quand il baisse à fond l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, Donald Trump, c'est pour relocaliser. C'est pour montrer qu'investir aux États-Unis, c'est pas cher, c'est rentable. Oui, mais sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Enfin, moins de 6% des industries, notamment qui fabriquent en Chine, américaines, de statut américain, ont prévu de relocaliser aux États-Unis. Parce que des industriels ne prennent pas des décisions sur des décisions politiques, surtout quand on sait qu'elles sont liées à un objectif politique et non pas un objectif d'amélioration économique. Donc ça ne marche pas, cette politique de localisation. On verra, on finit là-dessus, ce que la Fed fera. Mais c'est sorti là il y a quelques heures, Donald Trump qui a donné une interview en disant que en Chine, le patron de la Fed, le patron de la Banque centrale chinoise en Chine, c'est Xi Jinping. Voilà, de nouveau en tapant à bras raccourcis indirectement finalement de manière implicite. Les indicateurs montrent que même si historiquement, effectivement, le gouvernement a manipulé les taux monétaires en Chine, ça fait 8 mois que ce n'est pas arrivé. Enfin, tous les observateurs le disent. D'ailleurs, même le Trésor américain a dévoilé que sur les 6 derniers mois, il n'y a pas eu de manipulation de change de la part de la Chine. Voilà, merci pour cette explication signée Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci. Bonne journée.